Bonjour les secondes 7. Alors aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour corriger les exercices de grammaire que je vous avais demandé de faire. Je remercie d'abord tous ceux qui m'ont envoyé leurs exercices d'une manière ou d'une autre et qui verront donc leurs notes d'investissement valorisées parce qu'ils m'ont rendu leur travail. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, tant pis pour vous, hein, et à la limite, c'est vous qui serez en difficulté l'année prochaine au moment du bac. Donc je commence par corriger la fiche 29 qui s'intitulait « Maîtriser la valeur des temps de l'indicatif et du subjonctif ». Je vous rappelle qu'on avait fait, il y a maintenant très longtemps, puisque c'était avant le confinement, une leçon sur la valeur des modes verbaux. Donc on avait vu que l'indicatif c'était le mode du certain, que le subjonctif c'était le mode du possible, que le conditionnel c'était le mode de la condition ou de l'hypothèse, que l'impératif était le mode de l'ordre, du souhait, et que les autres modes, l'infinitif, le participe, passé ou présent, étaient ce qu'on appelait des modes non personnels, puisqu'on ne les conjuguait pas. Donc là, la fiche 29 portait sur la maîtrise de la valeur des temps de l'indicatif et du subjonctif. Alors vous aviez comme premier exercice l'exercice découvrir, où on vous demandait de souligner les verbes à l'indicatif et de surligner le verbe qui était au subjonctif. Alors vous aviez à souligner comme verbe à l'indicatif conçoit, s'énonce et arrive, et le verbe au subjonctif était soit dans le vers 4. Le vers de l'extrait qui ressemble à une maxime, c'est le premier. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc ce premier vers, cette première phrase, on voit que ça ressemble à une maxime, c'est-à-dire à un proverbe, grâce à l'utilisation du pronom indéfini « on » et au présent de vérité générale. Ensuite, on vous demandait d'en manipuler, de réécrire les deux derniers verbes à l'indicatif présent et de voir ce qui changeait. Donc, si on réécrit ces deux derniers verbes à l'indicatif présent, ça nous donne, surtout en vos écrits, la langue révérée, dans vos plus grands excès, vous êtes toujours sacré. L'action n'est plus souhaitée, mais réelle. Donc, quand on vous demandait ensuite de rédiger comment les modes étant utilisés, souligne-t-il la valeur didactique du poème. Je vous rappelle que didactique, c'est le fait d'enseigner quelque chose. Le subjonctif, à valeur impérative, va guider le lecteur afin qu'il améliore son style. Et le présent de vérité générale, des verbes à l'indicatif, universalise le propos et place le poète dans la position de celui qui connaît les règles et dispense son savoir. Alors ensuite, vous aviez donc la leçon retenir avec les différents temps de l'indicatif, présent, imparfait, passé simple, futur simple, passé composé, plus que parfait, futur antérieur. Ça, on avait vu les différents temps, temps simple étant composé en cours. Et puis le subjonctif, où là on vous indiquait que le subjonctif présent et le subjonctif passé, mais souvenez-vous bien qu'il existe aussi un subjonctif imparfait et un subjonctif plus que parfait. Donc, je ne reviens pas sur la leçon retenir. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez tout à fait me les poser. Vous pouvez aussi aller voir une vidéo YouTube qui vous explique la valeur des différents temps. Il y en a sur les bons profs, par exemple, qui sont plutôt bien faites. Alors ensuite, je passe à la correction des exercices. Dans l'exercice 2, vous deviez conjuguer les verbes au mode et au temps qui convenaient et surtout donner leur valeur. Alors, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont bien conjugué les verbes au mode et au temps qu'il fallait, mais par contre, qui n'ont pas donné leur valeur. Or, c'est ça qu'on vous demande, maîtriser la valeur des temps de l'indicatif et du subjonctif. On imagine bien qu'en seconde, vous savez quand même conjuguer des verbes, d'accord ? Donc, pour la première, il y avait deux possibilités. Soit vous mettiez la phrase au présent « Il fait beau, les vagues bleues se déroulent à large pli ». Soit vous le mettiez à l'imparfait « Il faisait beau, les vagues bleues se déroulaient à large pli ». Dans les deux cas,
il s'agit d'une valeur de description. D'accord ? Le présent peut avoir une valeur descriptive, voilà, et l'imparfait aussi. Hein. En l'occurrence, on choisirait plutôt l'imparfait parce que Gautier est un auteur plutôt classique du 19e siècle et qui écrit surtout des récits au passé. Ensuite, en deuxième phrase, vous n'aviez là, il n'y avait pas le choix. Et en plus, c'est cette phrase qui est donc « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », est la phrase, une des phrases incipit, les plus célèbres de la littérature. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, c'est la première phrase qu'on trouve dans La recherche du temps perdu, qui est une somme, plusieurs romans, un ensemble de romans de Marcel Proust, un auteur du 19e siècle. Et donc cette phrase, c'est vraiment une des plus connues avec, par exemple, dans L'étranger, aujourd'hui, maman est morte. Ah, voilà. Il y a des phrases comme ça où c'est la première phrase du roman et c'est une phrase que tout le monde connaît. Maintenant, vous saurez que « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » est la première phrase de La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et cette phrase, au niveau de la valeur, exprimait un bilan. Troisième phrase. « Ah, que l'on porte ailleurs les honneurs qu'on m'envoie. » Hein, c'était du subjonctif. Que l'on porte, il faut que l'on porte, et ça avait une valeur d'ordre. Quatrième phrase. « Malheureusement, nous fûmes bientôt dérangés. La porte s'ouvrit tout d'un coup avec violence. » On a ici deux verbes qui sont au passé simple. C'est une action unique et brève dans le passé. Cinquième phrase. « L'orgueil est un bien qui coûte et ne rapporte rien. » Bon, ici, très clairement, présente vérité générale. Hein. Vous le savez, La Fontaine écrit beaucoup de morale dans ses fables. Question 6. Quand Nanon avait lavé sa vaisselle, elle quittait sa cuisine. C'est pas quand Nanon lavait sa vaisselle, elle quittait la cuisine. C'est pas possible. Elle peut pas à la fois être en train de laver la vaisselle et de quitter la cuisine. D'accord ? Donc, il y a forcément une action qui est antérieure à l'autre. D'abord, elle lave sa vaisselle et ensuite, elle quitte sa cuisine. Donc, la valeur, c'était une action passée antérieure à l'action de la principale. Ensuite, dans l'exercice 3, donc, vous aviez un extrait d'Alfred de Musset, La confession d'un enfant du siècle. Je vous relis le texte et ensuite je passe à la correction. « J'avais alors 19 ans. Je n'avais éprouvé aucun malheur ni aucune maladie. J'étais d'un caractère à la fois hautain et ouvert, avec toutes les espérances et un cœur débordant. On embrasserait volontiers tous ceux qu'on voit sourire, et on se sent le frère de tout ce qui existe. Ma maîtresse m'avait donné rendez-vous pour la nuit, et je portais lentement mon verre à mes lèvres en la regardant. Comme je me retournais pour prendre une assiette, ma fourchette tomba. Je me baissai pour la ramasser, et ne la trouvant pas d'abord, je soulevai la nappe pour voir où elle avait roulé. J'aperçus alors, sous la table, le pied de ma maîtresse qui était posé sur celui d'un jeune homme assis à côté d'elle. Donc, celui qui... Bon, en fait, hein, si on essaye d'expliquer ce petit passage, le narrateur a rendez-vous avec celle qu'il aime, celle dont il est amoureux et qui pense que c'est réciproque. Et en fait, en faisant tomber son couvert sous la table, il regarde sous la table et il s'aperçoit que sa maîtresse est en train de faire du pied à un autre homme, autrement dit d'essayer de le séduire. D'accord ? Donc dans la question A, on vous demandait d'indiquer le temps et la valeur des verbes qui étaient soulignés. Temps et valeur, là encore j'insiste bien. Je n'avais éprouvé. Avait éprouvé, c'est du plus que parfait. Ça montre qu'on a une action antérieure à l'action du récit. Ensuite, vous aviez était, un parfait de description. On se sent frère de tout ce qui existe. On a du présent de vérité générale. Comme je me retournais, ma fourchette tomba, ça va ensemble. Comme je me retournais, c'est les circonstances de l'action principale. Donc, on a
une action de second plan. Et ma fourchette tomba, du passé simple, action brève de premier plan. Soulever, AI, passé simple, action unique. Ensuite, petit b. Alors là, on vous demandait plutôt quelque chose d'interprétation. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez faire un commentaire, vous allez vous appuyer aussi sur des éléments grammaticaux pour justifier votre réponse. Donc, il est nécessaire, quand vous repérez des temps particuliers, des emplois particuliers, des valeurs particulières au temps, de pouvoir être capable de les commenter. Hein, c'est ça aussi le commentaire. Et donc, c'est ce qu'on vous demandait dans l'extrait B, finalement. Dans la question B, on vous demandait d'interpréter ce que vous aviez relevé. Donc, la question B, c'était quel contraste le changement des temps crée-t-il entre le premier et le second paragraphe ? Le premier paragraphe, donc comme je vous l'ai dit, présente le contexte et le narrateur grâce à l'imparfait de description, qui nous plonge dans une atmosphère de fête. L'emploi du présent de vérité générale pour rendre compte de l'état d'esprit enjoué du personnage crée aussi une espèce de connivence, de complicité avec le lecteur. L'élément perturbateur en ce moment de bonheur intervient dans le second paragraphe, avec l'irruption du passé simple et la succession rapide des verbes d'action. Tomba, me baissait, soulevait, aperçu, qui va accélérer le rythme du récit jusqu'à la déception finale, marquée par le retour de l'imparfaite description qui constate la trahison de la bien-aimée. Voilà, donc ça, c'est ce qui concernait la fiche 29. Maintenant, on passe à la fiche 30, maîtriser la concordance des temps. C'est-à-dire que quand on commence une phrase à un temps, on ne peut pas la terminer à un autre temps. Ce n'est pas possible. Vous avez, je vous l'avais tracé, 2 lignes temporelles. Une ligne temporelle présent, avec des verbes qui vont être au présent, au passé composé, au futur. Et une ligne de temps passé, pour les récits au passé, où les temps repères seront le passé simple et l'imparfait, antériorité, passé antérieur, futur antérieur, passé antérieur, plus que parfait. Et si on parle de l'action qui va se passer, après, on utilise le conditionnel qu'on emploie cette fois, non pas dans sa valeur modale d'hypothèse, mais dans sa valeur temporelle de futur dans le passé. Le conditionnel a 2 valeurs, d'accord ? Une valeur en tant que mode d'hypothèse de condition et une valeur en tant que temps qui exprime le futur dans le passé. Donc je passe à l'exercice 1 qui était découvrir. Je vous lis rapidement le texte. Je lui ai dit que son indiscrétion la perdrait, que son silence ferait sa fortune. Et après les menaces dont je l'ai intimidée, après les récompenses que je lui ai promises, concevez-vous qu'elle ne se taise pas ? Y a-t-il quelque apparence qu'elle nous trahisse ? Tranquillisez-vous donc. Donnez-moi cette marque d'amitié et de confiance. Ou bien, je croirai à présent que c'est à cause de moi que vous pleurez tant. Je croirai que vous rougissez de m'avoir eu pour témoin de ce qui s'est passé. Alors, vous deviez surligner les verbes introduisant le discours indirect. Discours direct, je vous rappelle, là aussi on avait fait un petit point. Le discours direct, c'est celui qui est introduit par 2 points, ouvrez les guillemets. Le discours indirect, c'est celui qui est introduit par un verbe de parole et qui est suivi par une subordonnée conjonctive complétive. Il dit que, d'accord ? Donc, en l'occurrence, les verbes qui introduisaient le discours indirect, c'était « je lui ai dit »,« concevez », croirait, les 2 croiraient dans la quatrième ligne. Et évidemment, tous ces verbes qui introduisent le discours indirect sont suivis de subordonnées conjonctives introduites par que. Par exemple, concevez-vous qu'elle ne se taise pas. Les verbes employés au conditionnel, ce sont, dans la première ligne, perdrait et ferait. Et donc, c'est ce que je vous expliquais, ces conditionnels, ils ont comme valeur de futur dans le passé. Je lui ai dit, un verbe au passé, un verbe introducteur au passé, que son indiscrétion la
perdrait, futur dans le passé. Ensuite, pour manipuler, vous deviez réécrire le passage en gras, je croirais que vous rougissez, avec un temps introducteur au passé simple. Alors, évidemment, si vous ne savez pas le passé simple du verbe croire, ça pose problème. Et ensuite, quel temps utilisez-vous dans la subordonnée? Alors, le passé simple du verbe croire, je crus que vous rougissiez. On va utiliser l'imparfait de l'indicatif. D'accord? Ensuite, pour rédiger, dans ce passage au discours rapporté, à qui les paroles du narrateur s'adressent-elles? Là aussi, c'est une question d'interprétation. En fait, le narrateur a deux interlocuteurs. La femme qu'il a vue plus tôt dans le récit et qu'il a essayé de soudoyer pour qu'elle ne révèle pas un secret embarrassant, et le personnage qui est appelé vous et à qui il s'adresse au présent pour le rassurer et qui est peut-être, certains ont fait l'hypothèse, qui est peut-être Marianne. Ensuite, vous aviez donc la leçon retenir. La concordance des temps, c'est la correspondance entre le mode et le temps verbal de la proposition principale et sa subordonnée complétive. Le temps de la subordonnée va dépendre de la chronologie avec la principale. Est-ce qu'on a une antériorité, donc ça s'est passé avant? Est-ce qu'on a une simultanéité, ça se passe en même temps? Ou est-ce qu'on a une postériorité, ça se passe après? Et donc vous aviez les deux possibilités, principale au présent ou au futur, principale au passé, avec la certitude, c'est-à-dire l'indicatif dans la subordonnée, ou le sentiment avec subjonctif dans la subordonnée, et là encore, présent, futur et passé. Alors, je passe maintenant à la correction des exercices. Dans l'exercice 2, vous deviez compléter par une subordonnée en respectant le rapport chronologique qui était indiqué entre parenthèses et la concordance des temps. Dans le 1, il craignit, on a un verbe au passé simple, qui est ensuite, on doit exprimer de la simultanéité. Il craignit qu'il ne soit trop tard, d'accord? Le verbe craindre, c'est un verbe de sentiment, donc on est obligé de mettre derrière un verbe au subjonctif. Alors, aujourd'hui, on dirait il craignit qu'il ne soit trop tard, il craignit qu'il soit trop tard, mais sachez quand même que si on veut respecter strictement la concordance des temps, il faudrait mettre un subjonctif au passé. Donc, il craignit qu'il ne fût, FU accent circonflexe, trop tard. Mais à l'oral, aujourd'hui, on accepterait parfaitement il craignit qu'il ne soit trop tard. Ensuite, vous aviez il dire, verbe introducteur au passé simple, et vous deviez marquer l'antériorité. Donc, si vous regardez dans votre tableau, vous avez il dire, la certitude, indicatif dans la subordonnée. Donc, il dire qu'ils avaient déjà fait leur bagage. Ça montre l'antériorité. On a du plus que parfait. Troisième phrase, nous pensons, verbe au présent, présent de l'indicatif, donc certitude, et vous deviez exprimer la simultanéité, donc nous pensons qu'il est préférable d'arrêter là. Là aussi, on emploie le présent. Quatrième phrase, il faut, donc là, on a un verbe qui exprime l'ordre, donc on est plutôt dans le subjonctif. La phrase doit être complétée par un subjonctif et il doit exprimer la postériorité. Il faut que nous allions faire les courses demain, par exemple. Cinquième phrase, le voyageur répondit, verbe introducteur au passé simple de l'indicatif. Donc derrière, on attend l'indicatif dans la subordonnée. Il répondit et vous deviez montrer l'antériorité, donc avec du plus que parfait, qu'il avait tout prévu. Évidemment, ce ne sont que des exemples, d'accord? Vous pouviez mettre d'autres phrases à condition de bien respecter la concordance des temps avec la simultanéité, l'antériorité ou la postériorité qu'on vous imposait et en regardant bien à quel temps et à quel mode était le verbe introducteur. Ensuite, question 3. Ainsi, ma mère, autrefois, s'inquiétait et me cherchait pour me dire, : ouvrez les guillemets, il faut rentrer,
fermez les guillemets. Mais ayant pris goût à cette promenade, elle disait seulement avec douceur, ouvrez les guillemets, tu vas prendre froid, fermez les guillemets. Vous aviez donc 2 passages au discours direct, il faut rentrer et tu vas prendre froid. 2 passages au discours direct que vous deviez mettre au discours indirect, dans le petit a. Ce qui nous donnait, ainsi ma mère autrefois s'inquiétait et me cherchait pour me dire qu'il fallait rentrer, mais ayant pris goût à cette promenade, elle disait seulement avec douceur que j'allais prendre froid. Ensuite, on vous demandait dans le petit b que deviendrait la dernière subordonnée s'il était écrit « tu as pris froid ». Quelle chronologie y aurait-il entre les propositions? Alors, si on essayait de mettre finalement de l'antériorité, tu as pris froid, c'est un constat, c'est du passé, donc c'est antérieur. Si on le transformait, sa mère dirait, elle disait seulement avec douceur que j'avais pris froid. On a une antériorité de la subordonnée par rapport à la principale. Sur la base de tu prendras froid, non, tu prendras futur, donc postériorité. Vous deviez réécrire au discours indirect les 2 dernières lignes du texte. Ensuite, indiquer quel temps vous avez employé et quelle était sa valeur. Ça nous donnait, elle disait seulement avec douceur que je prendrais AIS froid. C'est donc du conditionnel présent à valeur de futur dans le passé. Ensuite, question 4, c'était vers le commentaire. Vous aviez donc pour le coup un texte de Théophile Gautier. Vous vous souvenez, on l'avait déjà rencontré dans la première leçon. Théophile Gautier qui, donc dans Avatar, en 1856, raconte l'histoire d'un conte qui se retrouve dans le corps d'un certain Octave suite à la magie de Balthazar Cherbonneau. Le conte courut à la toilette. La toilette, c'est la salle de bain, c'est pas les WC comme aujourd'hui. Remplit une cuvette d'eau et y plongea sa tête qui sortit fumante de ce bain glacé. Le sang-froid lui revint. Il se dit que le temps du magisme et de la sorcellerie était passé, que la mort seule déliait l'âme du corps, qu'on n'escamotait pas de la sorte au milieu de Paris un comte polonais accrédité de plusieurs millions chez Rothschild, allié aux plus grandes familles, mari aimé d'une femme à la mode, décoré de l'ordre de Saint-André de première classe, et que tout cela n'était sans doute qu'une plaisanterie d'assez mauvais goût de M. Balthazar Cherbonneau, qui s'expliquerait le plus naturellement du monde. Alors là, vous deviez souligner le verbe introduisant le discours indirect. Il se dit que, c'est la 2e phrase du 2e paragraphe. Ce verbe, alors, il est au passé simple parce que, regardez dans le reste du texte, tout est écrit, c'est un récit au passé. Donc, effectivement, je ne sais plus, je crois que c'est Maëva qui m'avait dit que ce texte, il se dit, c'était du présent. C'est la même forme, effectivement, entre le présent et le passé simple, mais ici, si vous observiez bien, vous voyez que tout le texte était écrit au passé. Donc, il n'y a pas de raison que soudain, on ait un verbe au présent. Il se dit était un verbe au passé simple. Ensuite, on vous demandait à quel autre temps pourraient être les verbes en gras. Que la mort seule déliait l'âme du corps, qu'on n'escamotait pas de la sorte au milieu de Paris, etc. En fait, ces phrases, elles auraient une valeur de maxime, de proverbe. Donc, on pourrait utiliser le présent de vérité générale. Question C, quels sont le temps et la valeur de la dernière forme verbale? La dernière forme verbale, donc tout à la fin du texte, la dernière ligne, c'est « s'expliquerait ». Vous avez ici du conditionnel à valeur de présent, du conditionnel présent à valeur de futur dans le passé. Dernière question, D, là aussi, il fallait faire donc un effort d'interprétation. En quoi les temps verbaux de cet extrait sont-ils caractéristiques du registre fantastique? Normalement, le registre fantastique, vous avez dû le voir au collège, fondé sur le doute et l'hésitation. Donc, ce que vous pouviez dire, c'est que le personnage n'est pas sûr d'être victime de forces surnaturelles et il tente de se rassurer en se raisonnant lui-même, comme le montre l'emploi du pronom réfléchi « se » devant le verbe de parole. Il se dit, il essaie de se convaincre lui-même.
Ce doute se traduit par l'utilisation des imparfaits, était, déliait, là où on pourrait plutôt attendre du présent de vérité générale. Le conditionnel s'expliquerait, futur dans le passé, a un effet plutôt rassurant. Le conte essaie de se convaincre que sa situation attend une explication rationnelle. Voilà. Alors, si vous avez des questions, si il y a des choses encore qui ne demeurent pas claires, surtout, vous n'hésitez pas à me poser vos questions, soit par WhatsApp, soit par mail. Je vous rappelle, encore une fois, mon mail, audrey.rslegal@gmail.com, le tout en minuscule. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions parce que ce sont des leçons, je le sais, qui sont difficiles à aborder, que normalement vous avez déjà vues au collège, mais qui demeurent néanmoins des leçons assez complexes et j'aurais voulu pouvoir les faire avec vous en présentiel. Maintenant, sachez que ces leçons, c'est un point obligatoire du programme de seconde et que vous ne les referez pas en première. Sauf que le jour de l'oral l'année prochaine en première, vous pourrez être interrogé en question de grammaire sur le programme de seconde et sur le programme de première. D'accord ? Donc si vous n'avez pas bien compris la concordance des temps, les valeurs des temps, etc., vous allez être mis en difficulté. Alors vous me direz, ouais, mais la question de grammaire, c'est que 2 points sur 20, etc. Oui, mais si vous ne maîtrisez pas la grammaire, c'est 2 points de perdus, bêtement, alors que vous pourriez les réussir. Voilà, donc voilà pour la grammaire. On va se retrouver demain pour la correction du travail que je vous ai donné à faire sur les 2 textes de Clément Marot, le blason du beau tétin et le blason du laid tétin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir les secondes 7.